Reprenons nos travaux avec les auditions budgétaires après la ministre de la Culture hier soir. Nous recevons aujourd'hui Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, pour nous présenter les crédits budgétaires de son ministère pour l'année 2024. Nous vous retrouvons, Madame la ministre, pour évoquer les défis associés à cette année si particulière qui, selon le dossier de presse de votre ministère, doit ni plus ni moins, je cite, marquer un tournant pour la place du sport dans notre pays. Les Jeux olympiques et paralympiques, leur organisation, les résultats obtenus par nos équipes de France, les modalités d'accueil des délégations étrangères et des centaines de milliers de touristes sur notre territoire contribueront, on ne peut que l'espérer bien entendu, au rayonnement sportif, culturel et touristique de la France dans une période loin d'être exempte de toute incertitude, pour ne pas dire de menace. Mais au-delà de la préparation de ces Jeux que nous suivons depuis 2022 par le biais d'une mission d'information confiée à Claude Kern et David Assouline et des moyens exceptionnels destinés au financement de leur réussite, c'est bien la place du sport dans notre pays qui, comme vous, nous préoccupe au plus haut point. L'héritage que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris doivent laisser et qui doit permettre à nos pays de passer un cap en matière sportive. Nous nous félicitons bien entendu de votre volontarisme en ce domaine et des annonces qui se succèdent, et c'est bien normal au long de ces années pré-olympiques. La reconduction du passeport qui permet d'accompagner le processus de reprise des licences dans les clubs, tout comme la poursuite du plan en faveur du développement des équipements de proximité qui permet de renforcer la diversité de l'offre sur la période 2024-2026, constituent des annonces que nous accueillons évidemment de manière positive. Mais nous ne pouvons masquer nos inquiétudes, Madame la Ministre, dans d'autres domaines qui nous paraissent pourtant conditionner le développement de la pratique du sport dans notre pays. Je pense en particulier aux opérations relatives aux 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles, dont la mise en œuvre est contrastée selon les établissements et que nous entendons bien contrôler l'année prochaine, ainsi qu'à celle intitulée 2 heures de sport supplémentaires pour les collégiens, restée à ce stade, il faut bien le reconnaître, assez confidentielle. Pour paraphraser la devise olympique, ne convient-il pas d'aller plus vite, plus haut et plus fort dans ces domaines, en lien étroit bien entendu avec votre nouveau collègue de l'Éducation nationale, pour donner au sport la place qui devrait être la sienne à l'école? Je vous propose, Madame la Ministre, comme nous avons l'habitude de le faire, de vous laisser la parole pour un propos liminaire afin que vous nous présentiez les principales orientations de votre budget. Et puis après, bien entendu, chacune des sénatrices et sénateurs présents pourront vous interroger et vous poser directement les questions. Et je commencerai par le rapporteur pour les crédits du sport, Jean-Jacques Lozach, et ensuite le président du groupe d'études sur les pratiques sportives et les grands événements sportifs, Michel Savin. Et puis chacun de ceux et celles qui voudront intervenir, bien sûr, le pourront. Je termine ce propos, Madame la Ministre, en vous précisant que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Et je vous rappelle, puisque nous avons pris la bonne habitude depuis hier de mettre un chronomètre pour nous orienter, pour être le plus concis possible, bien sûr, nous mettrons le chronomètre. Voilà. Madame la Ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président Lafont, Monsieur le rapporteur spécial pour avis, cher Jean-Jacques Lozach, Monsieur le Président du groupe d'études et de suivi, Monsieur Michel Savin, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le 8 septembre dernier, une année sportive historique pour notre pays a débuté avec l'accueil de la Coupe du monde de rugby, qui est un très beau succès, même s'il s'est malheureusement achevé plus tôt qu'espéré pour notre 15 de France. Accueil également des Jeux olympiques et paralympiques, et l'État soutiendra pas moins de 50 grands événements sportifs internationaux d'ici 2027. À travers ces événements et nos politiques publiques, l'horizon est clair, réaffirmé par le président de la République, que la France devienne une nation sportive. Un horizon qui se rapproche d'ores et déjà avec ce projet de loi de finances pour 2024 qui est marqué par une progression de 7,3% des montants alloués aux politiques publiques du sport
qui atteignent ainsi un niveau sans précédent. Les crédits prévus sur le programme 219, le programme sport, ainsi que les plafonds des taxes affectées allouées à l'Agence nationale du sport atteignent un montant de près de 890 millions d'euros, en hausse de 60 millions d'euros. Sur le même périmètre, la hausse, depuis 2020, est de plus de 65%. Disons-le, aucun gouvernement n'avait auparavant conduit une politique sportive aussi ambitieuse pour notre pays. Sur le programme 350, Jeux olympiques et paralympiques, qui porte les subventions allouées d'une part à la Solidéo pour les ouvrages olympiques, d'autre part au COJO pour l'organisation des Jeux paralympiques, les crédits sont conformes à la trajectoire prévue, avec une baisse programmée d'un petit peu plus de 160 millions d'euros entre 2023 et 2024, qui est en cohérence avec la diminution progressive des besoins sur les chantiers olympiques. Au-delà des moyens budgétaires, la dimension fiscale de ce PLF apporte d'autres leviers d'attractivité pour le sport, dont certains étaient attendus de longue date. Le rétablissement du taux réduit de TVA à 5,5% sur les activités d'enseignement dans les centres équestres, favorables à la pratique sportive féminine notamment. L'application d'un taux de TVA à 5,5% sur la billetterie pour les spectateurs aux compétitions de e-sport, alignés ainsi sur la billetterie sportive et la billetterie culturelle. L'extension aux fédérations sportives internationales du cadre fiscal déjà mis en place pour les organisations internationales sur un mode à la fois d'attractivité mais aussi de proportionnalité. Pour que la France devienne cette nation sportive à laquelle nous aspirons ensemble, il nous faut d'abord, avec l'ensemble des collectivités, nous donner les moyens de construire et de rénover nos équipements sportifs. C'est le sens du nouveau plan 5000 terrains Génération 2024, annoncé à Orthez le 5 septembre dernier par le président de la République, qui s'inscrit dans la dynamique du succès du premier plan 5000 terrains de proximité, lancé en octobre 2021, et dont le déploiement a été finalisé en 2 ans, soit une année d'avance. Une dynamique qui a été construite main dans la main avec les élus locaux et qui transforme concrètement la vie sportive de nos concitoyens dans les territoires. Je sais à quel point vous y avez été vous-même attaché à ce plan. Le nouveau plan Génération 2024 bénéficie de moyens sans précédent puisque c'est désormais une enveloppe non pas de 200 mais de 300 millions d'euros qui est consacrée à ces rénovations ou à la construction de ces équipements sportifs de 2024 à 2026. Un plan qui sera tourné vers nos clubs, mais aussi vers nos publics scolaires, dans un contexte, Monsieur le Président Lafont, où le développement du sport à l'école doit en effet être érigé en priorité nationale. C'est un peu la mère des batailles. Au global, d'ici à 2027, c'est plus d'1 milliard d'euros, j'insiste, plus d'1 milliard d'euros que l'État aura mobilisé en faveur des équipements sportifs, en s'appuyant sur l'ANS pour ce faire, auxquels s'ajoutent les dispositifs bien connus de vous et de nos élus locaux, les crédits, DSIL et DETR, à hauteur de 250 millions d'euros, ils le sont, retracés dans le jaune budgétaire, mais aussi le fonds vert, dont 70 millions d'euros ont déjà pu bénéficier au sport, avec 280 projets correspondant à 15% de l'enveloppe pour la rénovation thermique des bâtiments et des équipements sportifs. Pour répondre à un besoin régulièrement remonté là aussi par les collectivités territoriales, je veux souligner l'excellente nouvelle que représente aussi la réintégration dans le champ du fonds de compensation de la TVA, du fameux compte 212, agencement et aménagement de terrain, notamment sportif, demande qui a été entendue et pour laquelle je m'étais personnellement mobilisée aux côtés de la Première ministre. Être une nation sportive, c'est aussi évidemment permettre le développement de la pratique, et ce, dès le plus jeune âge. C'est la raison pour laquelle, nous l'évoquions à l'instant, l'école est désormais au centre de nos politiques publiques sportives,
avec un déploiement que oui, il faut parfaire de nos 30 minutes d'activité physique quotidienne pour l'ensemble des élèves du primaire. 100% de nos établissements doivent assurer cette généralisation contre de l'ordre de 85% aujourd'hui, selon les dernières enquêtes remontées du terrain avec la DGESCO. L'accélération du déploiement des 2 heures de sport supplémentaires pour les collégiens est également une priorité majeure, à laquelle nous consacrons dans ce budget près de 15 millions d'euros pour réussir cette montée en puissance que vous appeliez de vos vœux, Monsieur le Président, et passer d'une première étape de 170 collèges embarqués à une étape en 2023 de 700 collèges, puis ensuite en 2024, 2000 collèges. Et vous avez en tête que le Président de la République a annoncé une généralisation du dispositif à l'horizon de 2026. Troisième brique essentielle, l'extension du pass sport, initié en 2021, avec l'ambition de réduire partout les inégalités sociales, financières, dont on sait que trop souvent elles freinent la pratique sportive. Un enjeu, là aussi, auquel je sais que vous êtes particulièrement sensible, et je voudrais souligner que nous avons cette année notamment ouvert le dispositif du passeport aux associations jeunesse et éducation populaire à travers tous les territoires de notre pays. Ce budget traduit d'autres priorités en termes de promotion de la pratique sportive. Je pense à la promotion de la pratique sportive étudiante, dotée de plus de 1 million d'euros supplémentaires, du sport en entreprise, du sport féminin, ainsi que de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, pour laquelle nous avons d'ores et déjà de bons chiffres, des nouvelles encourageantes en termes d'évolution. À travers l'organisation des Jeux, la France souhaite que le sport soit aussi un facteur de progrès, un moteur pour faire progresser la société, sur le plan de l'éducation, on vient de l'évoquer, mais aussi de l'inclusion sociale et de la santé, tout en continuant à démontrer sa capacité à apporter de vraies réponses aux grands défis contemporains. Je pense par exemple à la transition écologique ou encore à la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination. Sur chacune de ces dimensions, ce projet de loi de finances permet d'accroître l'action et la dynamique permise par le sport. Je pense notamment à l'exemple du sport santé, avec 6 millions d'euros supplémentaires pour développer les maisons sport santé à travers les territoires, qui bénéficient aux personnes en situation de maladie chronique ou de perte d'autonomie. Pour financer également un nouvel appel à projet du Fonds interministériel pour l'amélioration des conditions de travail sur la lutte contre la sédentarité en milieu professionnel. Je pense à la reconduction des moyens supplémentaires déployés en 2023 à hauteur de 10 millions d'euros sur le champ social, tant pour l'insertion par le sport que pour la reconversion des sportifs de haut niveau. Je pense enfin aux moyens supplémentaires pour que les services déconcentrés du ministère des Sports renforcent leur action régalienne, avec plus 36 équivalents temps plein en 2024, faisant suite aux 20 obtenus en 2023, dédiés à la lutte contre le séparatisme et la radicalisation, ainsi qu'au traitement accéléré des dérives en matière de violence à caractère sexiste et sexuel dans les territoires. Nous stabilisons également le volume des conseillers techniques de sport dans les fédérations au cours des prochaines années. Évidemment, toute cette dynamique en faveur d'une nation sportive ne sera pleinement réussie que si, à l'occasion de nos Jeux olympiques et paralympiques, nos sportifs tricolores s'illustrent, nous font vibrer et ramènent des médailles. C'est cette ambition que nous poursuivons avec l'Agence nationale du sport depuis 2019, qui s'appuie sur le réseau de l'INSEP, des CREPS, mais aussi sur la stratégie de haute performance Ambition Bleue, ainsi que sur le programme spécifiquement destiné Gagner en France. 2 initiatives dont les crédits ont connu une augmentation de près de 7 millions d'euros dans ce PLF, avec un objectif central, réussir notre objectif de nous inscrire durablement dans le top 5 des nations les plus médaillées. Et pour ne nous priver d'aucun levier pour atteindre cet objectif ambitieux, nous avons intégré une revalorisation significative des primes aux médaillés ainsi qu'à l'encadrement. Et pour que l'avantage de jouer à domicile devant les siens, il fonctionne à plein dans notre pays à l'été 2024,
nous avons fait en sorte de consacrer des moyens supplémentaires pour animer au plan local, dans tous les territoires, ce chemin, cette route vers les Jeux, en déployant à cette fin 4 millions d'euros supplémentaires de crédits d'animation territoriale. Enfin, pour parachever sur le plan sociétal la réussite des Jeux, 2024, mesdames et messieurs les sénateurs, vous l'avez en tête, sera l'année de la grande cause nationale, pour la première fois en 40 ans dédiée à l'activité physique et sportive, et que j'aurai l'honneur de présenter à l'occasion du prochain Salon des maires, car je veux que son ancrage territorial soit dès l'origine affirmé sans embâge, une grande cause qui sera dotée de moyens inédits, plus de 10 millions d'euros inscrits dans ce budget. Cette grande cause, nous y reviendrons sans doute, vise plusieurs objectifs: continuer à inscrire au cœur du pacte républicain et des politiques publiques le sport comme un moteur incontournable, rassembler les acteurs de la nation sportive, mais aussi inviter en pratique tous les Françaises et les Français à faire plus de sport autour d'un marqueur que sera les 30 minutes d'activité physique quotidienne, dans lesquelles chacun pourra se retrouver à son rythme, selon ses envies, pour mieux lutter contre la sédentarité et promouvoir à tout âge de la vie des modes de vie plus sains. En conclusion, mesdames et messieurs les sénateurs, je dirais que loin d'être une parenthèse, comme parfois certains le craignent, les Jeux vont au contraire être un levier de transformation durable de la place du sport dans notre société. Et nous ferons en sorte également d'étoffer dans les mois à venir nos politiques d'héritage et d'inscrire l'ensemble de notre nation dans un élan non seulement plus sportif, mais aussi plus solidaire et plus fraternel à travers le sport. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre écoute et me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Madame la Ministre. Alors, les deux premières séries de questions vont être posées par Jean-Jacques Lozach, notre rapporteur budgétaire, et puis Michel Savin, le président du groupe d'études. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour cette présentation très détaillée. Donc, nous évoquons aujourd'hui, bien sûr, le budget d'une année tout à fait particulière, puisque c'est l'année des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et sur ce plan-là, bien sûr, nous sommes toujours très attentifs aux observations de la Cour des comptes, même si à ce stade, semble-t-il, il n'y a pas d'alerte particulière, étant donné les deux filets de sécurité qui existent en termes de financement des JOP, c'est-à-dire la réserve pour aléas d'une part, et d'autre part la garantie de l'État. Quant à la baisse des financements du programme 219, 161 millions d'euros, effectivement, nous comprenons très bien que c'est justifié par le timing, je dirais, du règlement financier des chantiers pilotés par la Solideo, financement intervenant en 2022 et 2023. Non, ce qui nous inquiète sur le plan strictement budgétaire, j'ai envie de dire, c'est l'après 2024, au regard de la loi de programmation des finances publiques, qui nous conduit jusqu'en 2025, et surtout quand on fait le rapprochement de cette loi de programmation avec les 170 objectifs stratégiques de l'héritage olympique. Faire de la France une nation sportive nécessitera à l'évidence une inflexion de la trajectoire budgétaire telle qu'elle est envisagée aujourd'hui pour l'après 2024. Un sujet d'actualité maintenant, puisque ça a été évoqué il y a quelques jours par le président de la République, c'est ce plan en faveur de l'insertion professionnelle par le sport. Pourriez-vous détailler le calendrier budgétaire et les modalités de mise en œuvre de ce plan et quels sont les crédits affectés dans le cadre du PLF 2024? S'agit-il d'augmenter le nombre d'éducateurs sportifs ou de former déjà ceux qui sont en place afin qu'ils disposent en quelque sorte d'une double compétence? Et comment les collectivités locales sont-elles associées au déploiement de ce plan? Sur un autre sujet qui rejoint la question de l'éthique, votre ministère bénéficie en 2023, a bénéficié de 20 équivalents, de 20 ETP supplémentaires. On va passer à 36 supplémentaires en 2024 pour renforcer les DRAGES, les services déconcentrés, pour lutter contre les formes de radicalisation, pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, etc. À ce sujet, le Sénat avait adopté au mois de juin dernier une PPL visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. L'Assemblée nationale, d'ailleurs, a lancé une commission d'enquête parlementaire qui évoque notamment ce sujet.
Peut-on faire un premier bilan du renforcement des contrôles? Et j'ai envie de dire, quel est l'avenir du texte voté au Sénat? S'agissant maintenant des jobs, bien évidemment, la question de sécurité est tout à fait importante, et le relèvement récent du risque terroriste constitue un défi supplémentaire. La Cour des comptes a mis en évidence une insuffisance des capacités de sécurité privées qui ne suffirait pas à répondre aux besoins, et le recours aux forces de sécurité intérieure sera renforcé. Alors le sujet est vaste, bien sûr, puisqu'il faut non seulement sécuriser les compétitions, mais aussi les cérémonies d'ouverture, le parcours de la flamme, les événements organisés en marge, etc., etc. Alors ce sujet est, on est bien d'accord, piloté par le ministère de l'Intérieur, mais pouvez-vous nous préciser les besoins et nous indiquer quand le dispositif sera définitivement arrêté? Alors, je ne reviens pas sur le sport à l'école ou sur le déplafonnement des taxes habituelles, si j'ai envie de dire, puisque c'est un sujet récurrent. Je terminerai par un sujet vraiment d'une actualité brûlante et qui fait quand même assez polémique. Ce sont les conditions de l'installation en France de tout un ensemble de fédérations sportives internationales. On parle de l'abonnement FIFA, mais ça ne concerne pas simplement la FIFA, mais une trentaine de fédérations internationales reconnues par le CIO, avec donc... pas d'impôt sur les sociétés, pas de CFE, pas de CVAE, des salariés exonérés de l'impôt sur le revenu pendant au moins 5 ans, etc. Ne croyez pas que l'on va d'ores et déjà très loin, pour ne pas dire trop loin, en ce qui concerne les conditions financières et fiscales d'accueil pour un certain nombre de fédérations sportives internationales qui, pour certaines, il ne faut jamais généraliser, qui, pour certaines, n'ont pas fait preuve d'une grande exemplarité ces dernières décennies en matière de transparence ou en matière d'intégrité. Merci. Michel Savin. Merci, Président. Écoutez, moi, je vais essayer de flécher mon intervention sur 4 sujets avec 4 questions bien précises. Le premier concerne, et vous le savez, plusieurs fois on a abordé ce sujet, et quand concerne les collectivités locales, vous avez rappelé les montants qui sont affectés notamment aux équipements structurants. Je pense, et je continue à penser, lorsqu'on écoute les élus, qu'il y a un vrai problème aujourd'hui qui concerne les piscines. Dans les années 60, l'État avait engagé un ambitieux plan des 1000 piscines en 4 ans pour doubler le nombre de bassins dans l'Hexagone. Aujourd'hui, plus de 70% des centres datent d'avant 1995 et près de 600 piscines seraient vétustes. Le syndicat national de l'éducation physique dénonce des fermetures de piscines au détriment des élèves et du savoir nager. Donc c'est une vraie question de santé publique. Êtes-vous prête, Madame la Ministre, à soutenir un véritable plan Marshall pour la rénovation et la construction de piscines, et à quelle hauteur, avec quels moyens? Deuxième sujet sur lequel je voulais vous interroger, mais qui a fait aussi le sujet d'une question d'actualité tout à l'heure. Le second point que je souhaite évoquer, c'est la place de plus en plus importante de l'islamisme dans le sport. Le sport en France est impacté directement et indirectement par l'islamisme. 65 000 pratiquants s'entraîneraient au sein d'associations sportives communautarisées. 5 clubs seulement ont été identifiés comme séparatistes sur les 127 qui ont été recensés. 5 ont été fermés. Quelles mesures urgentes pensez-vous mettre en place face à ces clubs qui ne respectent pas la loi sur la laïcité? Troisième sujet, le Président en a parlé, les 30 minutes d'activité sportive dans l'école. Cette demi-heure, vous l'avez précisé, Madame la Ministre, entend d'abord à lutter contre le surpoids et l'obésité devenus des problèmes de santé publique depuis de nombreuses années. A contrario de votre présentation, moi, je n'ai pas les mêmes chiffres sur le nombre d'écoles qui pratiquent, qui font appliquer ces 30 minutes. Lorsqu'on interroge les enseignants aujourd'hui, les directeurs d'école, très peu aujourd'hui nous répondent qu'ils mettent en place ces 30 minutes journalières. Alors, ou autrement, c'est au détriment des activités physiques et sportives, ce qui n'est pas non plus l'objectif. Donc, on voit bien que cette politique d'activité trouve difficilement sa place dans un programme scolaire qui est déjà très chargé. Quel bilan chiffré de l'élargissement du dispositif et quelles mesures prendre pour généraliser ce dispositif sans bien sûr remettre en cause les heures de PS. Enfin, dernière question sur le montant des taxes affectées. Alors moi j'y reviens, alors c'est vrai que c'est un combat récurrent au Sénat, mais je rappelle quand même que chaque année l'État reverse intégralement sur 100% les taxes prélevées sur les jeux du patrimoine au profit de la Fondation du patrimoine. 100% des taxes qui sont prélevées sont reversées, ce qui est très bien. Concernant le sport, la part qui revient à l'Agence nationale du sport sur les paris sportifs, c'est seulement 19%. Donc, seriez-vous prête, Madame, et favorable, Madame la Ministre, à soutenir un amendement du Sénat
qui permettrait d'augmenter de 19 au moins à 33%, un tiers de ces revenus en direction de l'Agence nationale du sport, et puis pour flécher bien sûr les équipements structurants dans une logique où le sport finance le sport. 33%, ça ferait un tiers quand même pour la politique sportive et 2 tiers pour le budget général. Je pense que c'est un effort qui mériterait d'être fait en direction des collectivités qui attendent beaucoup d'un soutien de l'État sur ces équipements structurants. Madame la ministre, je vais vous laisser répondre à ces 2 premières séries. Merci, Monsieur le Président. Je vais démarrer par la question de Jean-Jacques Lozach relative au moyen terme, et notamment à la contraction des crédits qui apparaît dans la loi de programmation des finances publiques pour le sport entre 2024 et 2025, à hauteur de 130 millions d'euros. Pour faire, par rapport à ça, 3 points. D'abord, expliquer que derrière ces 130 millions d'euros de contraction figure l'effet mécanique pour 50 millions d'euros de mesures ponctuelles liées aux Jeux Olympiques et à la grande cause qui correspondent à notre exercice 2024. Je pense aux primes pour les médaillés à hauteur de 18 millions d'euros, 18,6. Je pense aux dispositifs spécifiques gagnés en France, tous ces services, ces équipements spécifiques, ces éléments d'animation, l'application mobile, tout ça mis en place pour les athlètes pour leur permettre de performer le mieux possible à l'été 2024. Les besoins exceptionnels, logistique, transport, hébergement pour les délégations françaises pendant les Jeux, à hauteur de 5,4 millions d'euros. La billetterie populaire, à hauteur de 5,5 millions d'euros dans ce budget. L'animation territoriale des Jeux, 4 millions d'euros. Si je mets l'ensemble de ces mesures, c'est déjà 40 millions d'euros qui correspondent à des besoins pour l'année 2024 et qui donc ne se retrouvent pas en 2025. Même chose pour la grande cause, qui est datée dans le temps sur l'exercice 2024, donc 10 millions d'euros de moins là-dessus, mécaniquement, en 2025. 40 plus 10 correspondent aux 50 que j'évoquais. Il y a un deuxième effet qui est à hauteur de 80 millions d'euros sur les crédits de paiement afférents au plan Génération 2024 sur les équipements sportifs, qui correspond à un rythme de décaissement qui pourrait être plus long sur ce nouveau plan, puisqu'il prévoit pour 50% des crédits pluriannuels sur la construction ou la rénovation des équipements. Par définition, comme il y a notamment une tranche sur les équipements structurants, ces chantiers vont être plus lourds, plus longs à mener à bien, et donc des décaissements plus étalés dans le temps. Et ça n'est qu'un effet purement comptable. L'enveloppe de 300 millions d'euros, elle est bien gagée sur les 3 années en autorisation d'engagement. Donc, 50 millions d'euros, 80 millions d'euros là sur les crédits de paiement du plan équipement font cet écart de 130 millions d'euros. Et à l'inverse, et c'est mon 3e et dernier point, il y a beaucoup d'éléments dans ce budget qui, eux, correspondent à des engagements dans la durée. Je pense évidemment à ce que je viens d'évoquer sur le plan Génération 2024, mais je pense aussi aux effectifs supplémentaires. Les 36 ETP supplémentaires qui font suite aux 20 de l'an dernier dans les services déconcentrés, qui sont là à impact durable. Je pense aussi à la stabilité des effectifs des conseillers techniques sportifs dans les fédérations. Je pense aussi à la généralisation que j'ai évoquée des 2 heures de sport en plus pour les collégiens, crantée par le président de la République, puisqu'il a dit sa volonté de voir ce dispositif se généraliser à l'horizon de 2026. Et il en va de même du passeport, dont on est aujourd'hui sur une mécanique non démentie année après année d'extension des publics bénéficiaires et des structures éligibles. Donc on sera, de la même manière qu'on a été très à la tâche pour obtenir des crédits sans précédent sur cet exercice 24, sur cette même volonté de continuer à ancrer la construction de notre nation sportive au-delà des Jeux, au-delà de la grande cause. Et j'ajoute que la perspective peut-être d'accueillir en France les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2030 nourriront là aussi cette ambition, sans oublier
la cinquantaine de GESI que j'ai évoqués tout à l'heure à l'horizon de 2027, qui sont d'ores et déjà actés et bénéficiaires de subventions de la part du ministère des Sports pour les années à venir. Sur le sujet de l'insertion par le sport, thématique ô combien prioritaire, a fortiori dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons eu 3 temps d'action. Un premier temps à Drancy, consistant à prendre l'engagement avec Olivier Dussopt et Carole Grandjean de passer de 20 à 100 000, 20 000 à 100 000, le nombre des bénéficiaires de nos dispositifs d'insertion par le sport. Contrat d'engagement jeune, PIC 100%, inclusion, dispositif du Sésame, service civique dans le sport, etc. Nous avons, en juin dernier, fait un Grenelle des métiers du sport, dans lequel nous avons notamment pris l'engagement, là aussi avec Olivier Dussopt, de remédier au maquis actuel des 1000 formations diplômantes qui perdent les jeunes quand ils veulent rentrer dans nos métiers du sport. Ils ne savent plus par quel périmètre le faire. Il y a des redondances, des recoupements. Nous avons pris l'engagement de simplifier cette architecture et de rendre beaucoup plus lisible sur une plateforme dédiée, à l'élaboration de laquelle mon ministère travaille aujourd'hui avec le ministère du Travail, qui nous permettra de très bien cartographier non seulement les formations diplômantes, mais également les offres d'emploi disponibles dans le secteur, avec l'engagement qui a été rappelé par le président de la République lundi matin à l'Élysée, de multiplier là aussi par 5, c'est-à-dire atteindre le seuil de 100 000 emplois créés dans ou par le sport à l'horizon de la fin du quinquennat en 2027. Et le dernier étage, qui est celui qu'a annoncé, qu'a porté le président de la République lundi matin, en présence de l'ensemble des associations d'insertion par le sport, c'est de créer en effet ces profils des 1000 éducateurs sociaux sportifs dans autant de clubs dits clubs engagés en faveur de l'insertion et de l'inclusion par le sport, à travers environ 500 géographies. Nous affinerons là-dessus les annonces autour de la Première ministre vendredi matin à l'occasion du comité interministériel à la ville. Et cette démarche-là s'inscrira plus globalement dans la volonté que nous avons d'embarquer 10 000 clubs aujourd'hui, partout en France, dans une vraie logique d'affirmation de leur rôle social et sociétal. Pour les postes d'éducateurs que nous avons évoqués, les 1000, c'est une enveloppe de 20 000 € par emploi pendant 3 ans qui sera mobilisée. C'est donc au total, sur ces 3 années à venir, des financements de l'ordre de 60 millions d'euros qui seront mobilisés. 1000 emplois, 20 000 € par emploi pendant 3 ans. Sur le sujet de la sécurité, sujet ô combien important, Gérald Darmanin a d'ores et déjà calibré les forces de sécurité intérieure qu'il mobilisera pour la cérémonie d'ouverture, 45 000, et en moyenne, sur chacun des jours de la période olympique et paralympique, 30 000 en moyenne. Nous aurons en complément de ces forces de sécurité intérieure le recours en moyenne à peu près 17 000 agents de sécurité privés au quotidien, avec des pics jusqu'à 22 000. Et vous avez raison de souligner que sur cet enjeu, nous avons besoin de continuer notre effort pour qu'on arrive non seulement à former encore plus de personnes à ces métiers de la sécurité privée. Il y a aujourd'hui une action résolue qui est menée en ce sens sous la houlette du préfet de la région Île-de-France avec Pôle emploi, qui a déjà permis de faire 6 000 recrutements, 7 000 entrées en formation, plus 1 000 entrées en formation d'étudiants sur le nouveau certificat de qualification professionnelle, le titre de sécurité événementielle, mis en place spécifiquement par l'État. Nous avançons bien, mais il faut qu'on accélère encore sur l'appariement entre les marchés du COJO attribués à un certain nombre d'entreprises de sécurité privée et ces personnes que nous formons ou bien que nous recrutons, de manière à ce qu'on s'assure que chacune des entreprises attributaires des lots de sécurité privée du COJO ait bien un plan de gestion des effectifs qui nous permettra d'être totalement au rendez-vous de nos objectifs. Nous sommes
à la tâche. Nous avançons bien, de manière très unie, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère du Travail, avec le COJO, et avec la volonté d'atteindre nos objectifs, la question du recours aux forces armées ne se posant pas pour le moment. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une question qui n'est pas taboue, mais aujourd'hui nous sommes, et au moins jusqu'au début de l'année 2024, dans une démarche consistant à prioriser tous les efforts que nous avons à fournir sur le champ de la sécurité privée. S'agissant du dispositif FIFA, je voudrais vraiment insister sur un point. Vous savez, souvent, j'ai dû me battre pour que le sport accède à un vrai statut de politique publique, à un vrai statut de ministère, de plein exercice, qu'il ait toute sa place dans les dispositifs prévus pour les autres ministères. Nous avons un dispositif qui a été mis en place pour les organisations internationales, visant à l'attractivité de notre fiscalité. Moi, je me félicite que, enfin, les fédérations sportives internationales et donc le sport, donc l'influence de la France dans le sport mondial, puissent émarger à leur tour à ces dispositifs, ce qui n'était pas le cas précédemment, parce que ces dispositifs étaient ouverts à des organisations internationales composées d'États et non pas de fédérations internationales. J'ajoute que le besoin d'avoir la conception d'un régime fiscal à la fois attractif et proportionné, s'appliquant aux fédérations sportives internationales, figurait dans les recommandations d'un certain nombre de parlementaires de tous bords, y compris du groupe écologiste avec Hubert Julien Laferrière, deux parlementaires de la majorité, et que le besoin est de longue date identifié. On ne peut pas plaider qu'il faut améliorer et renforcer la diplomatie sportive à l'échelle internationale et ne pas s'en donner la capacité. Pour autant, je le redis, ce régime est extrêmement proportionné. D'abord, je veux souligner que les activités qui vont pouvoir bénéficier d'exonération d'impôts au niveau des structures, elles sont strictement limitées aux seules missions de gouvernance ou de promotion de la pratique du sport. Tout le champ des activités lucratives et concurrentielles n'est pas dans le champ de l'exonération prévue. Pour le volet structure. Et je souligne que dire qu'on exonère d'impôts les structures, c'était déjà quelque chose, et sur ce champ, encore une fois, uniquement des missions de gouvernance ou de promotion de la pratique du sport, c'était déjà reconnu par l'administration fiscale. Donc que vient faire la loi? Pas accorder un cadeau nouveau, elle vient simplement sécuriser une interprétation qui était déjà reconnue par l'administration fiscale. Et je le redis, dès lors qu'une fédé sportive internationale installerait en France des activités de nature commerciale, par exemple l'organisation de compétitions, par exemple la cession des droits associés, elle serait pour le coup bien sûr soumise à l'impôt commercial dans les conditions de droit commun. Et j'ajoute que du côté des salariés, l'exonération d'impôt qui est prévue sur le revenu, là aussi, ne vaut que pour ceux des salariés qui travaillent dans le champ non marchand de ces fédés sportives internationales. Une personne qui travaillerait dans le champ de ces activités concurrentielles serait soumise à l'impôt sur le revenu. Et l'exonération, elle est encadrée dans le temps avec une limitation à 5 ans. Donc nous avons là, je crois, un régime qui est à la fois, oui, un supplément d'attractivité, et nous le recherchons, nous l'assumons, et en même temps, quelque chose qui était déjà très largement reconnu par l'administration fiscale, et surtout qui est strictement proportionné à l'objectif poursuivi. S'agissant des piscines, je crois que, en effet, dans les dernières années, nous n'avons pas pu suffisamment investir dans notre parc de piscines. Et je pense que l'une des raisons à cela, c'est qu'il y avait déjà une énorme facture énergétique à l'entretien du parc existant. On l'a vu avec tout ce qu'il a été nécessaire de faire dans le cadre du plan de relance, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, la facture qui s'est tout de suite alourdie pour les collectivités et les gestionnaires privés d'infrastructures. D'où la création du fonds vert et la volonté que nous avons eue de le consacrer à l'accompagnement d'un certain nombre de travaux
de rénovation thermique énergétique des équipements, objectif auquel nous avons aussi concouru à travers le plan de sobriété énergétique, qui est un vrai succès du fait de la mobilisation collective des acteurs du sport. Aujourd'hui, le plan Génération 2024 va nous permettre de faire plus. On avait un socle par lequel l'ANS faisait un investissement de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros par an dans les équipements structurants. Pas que les piscines, l'ensemble des équipements structurants. Ce socle, nous le préservons. Et en plus, nous y ajoutons une tranche de 150 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié du plan Génération Équipement 2024, Génération 2024, pour nous permettre de financer la rénovation ou la construction d'à peu près 500 équipements structurants et de pouvoir aider chacun de ces projets à hauteur de 300 000 euros de manière à ce que l'aide soit substantielle et qu'elle puisse générer l'effet de levier attendu pour les collectivités locales, comme on a pu le constater dans le cadre du plan sur les terrains de proximité. Il est important pour chacun de ces investissements d'avoir une capacité d'investissement suffisante et je souligne que ce plan, à la différence du plan 5000, portera pas seulement sur la construction de nouveaux équipements, mais il embarque bien la dimension rénovation. Et ça, c'était très important. Sur le sujet de la laïcité, vous savez à quel point je suis attachée à la plus grande des fermetés sur le respect de ce principe. Je l'ai dit, la laïcité dans le sport, c'est trois choses. C'est d'abord réaffirmer notre attachement le plus strict et le plus absolu à la neutralité totale des équipes de France, d'où les éléments de clarification que j'ai apportés sur le non-port du voile par nos délégations. J'ai redit également que je saluais la décision du Conseil d'État qui a rappelé qu'il y avait bien sûr la liberté de conscience pour les usagers, mais qu'il y avait la faculté de la restreindre, et notamment de restreindre le port de signes religieux, le temps et sur le lieu des compétitions. C'est ce que le football fait, c'est ce que le basket fait, et c'est ce que chacune de nos fédérations aujourd'hui, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, peut faire, si besoin, avec notre accompagnement. Ils savent que notre main là-dessus est tendue. Et en même temps, il faut rappeler que la liberté de conscience, c'est aussi de pouvoir porter le voile lorsque l'on est dans un cadre d'entraînement, lorsqu'on est dans une vie de sportif de tous les jours et qu'il ne s'agit pas du temps et du lieu des compétitions au terme des statuts de ces fédérations qui ont choisi de restreindre le port du voile. Le dernier élément de ce dispositif, c'est évidemment la lutte résolue contre toutes les formes de prosélytisme et contre toutes les formes de dérives séparatistes, communautaristes, voire de radicalisation dans le sport. Et là, je veux vous redire mon action résolue en la matière. 3 449 contrôles effectués en 2022, dont 27 ont donné lieu au repérage de signaux faibles de séparatisme. C'est 0,8%. C'est toujours 0,8% de trop, je le disais tout à l'heure. Et il faut bien sûr continuer l'effort pour prévenir la survenance de nouveaux flux. Mais ramenons à sa juste proportion le phénomène tel qu'il se présente aujourd'hui. Par rapport à ça, par rapport à cette prévention et cette action résolue, 117 référents prévention de la radicalisation ont été mis en place dans les DRAGES et les SDGES. 23 référents éthique et intégrité ont été déployés dans les fédérations, dans les établissements, 39 référents dans les fédérations, à qui j'ai demandé de renforcer leurs moyens sur ces sujets-là. 160 agents de mes services déconcentrés ont été formés sur le respect du contrat d'engagement républicain. Et on continue. On aura l'an prochain 6 000 établissements qui seront contrôlés. Un programme inédit, de la même manière que j'ai engagé un certain nombre de fédérations prioritaires, 11 d'entre elles, dans un processus de conventionnement avec le Conseil interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et j'ajoute que tout ça, c'est assis sur des moyens renforcés. Les plus 20 effectifs que j'évoquais sur 2023 et les plus 36 qui sont prévus dans ce budget pour nous permettre d'étoffer et d'accélérer l'action du ministère. Je ne lâcherai rien sur ces sujets-là. C'est des sujets
trop important et je suis trop attachée à la qualité du vivre ensemble dans le sport pour laisser cours à ces dérives séparatistes. Sur le troisième sujet, qui est celui des 30 minutes d'activité physique quotidienne, ça vient bien en complément de l'éducation physique et sportive, le PS restant le socle de l'enseignement du sport dans notre pays. Oui, il faut aller chercher les 15 à 20% d'établissements supplémentaires qui, aujourd'hui, n'ont pas encore réalisé la généralisation. Nous sommes parfaitement lucides là-dessus avec Gabriel Attal. Pour ça, nous animons beaucoup plus fortement les référents 30 minutes d'APQ dans les territoires. Nous avons mobilisé les recteurs sur cet objectif prioritaire. Nous avons aussi rappelé l'importance de s'appuyer sur l'équipe de France des athlètes, l'équipe de France des 30 minutes d'activité, plus de 150 d'entre eux, qui nous ont donné leur accord pour aller dans les établissements scolaires et aider les professeurs des écoles à faire ces 30 minutes et à apprendre les bons gestes aux enfants. Et j'ajoute que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons fini de livrer tous les kits dans toutes les écoles primaires qui vont permettre de doter les écoles de cerceaux, de plots, de chasubles, qui sont un petit supplément pour les professeurs des écoles lorsqu'ils développent cette démarche de connexion du corps et de l'esprit qui est si essentielle pour les petits dans notre nation. Et sur le quatrième élément, qui est les taxes affectées, je sais là-dessus que c'est un point de vigilance de longue date de la part du Sénat, et je l'en remercie, de veiller toujours à ce que le sport ait les moyens dont il a besoin. Je voudrais souligner là-dessus que la progression des crédits budgétaires alloués à mon ministère, si je regarde la période qui va de 2020 à 2024, elle a été de 350 millions d'euros. Dans le même temps, l'augmentation du rendement des 3 taxes affectées n'a été que de plus 67 millions d'euros. Ce que je veux dire, c'est que la dynamique des crédits budgétaires a été très supérieure à celle des taxes affectées. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une logique où nous n'avons pas été pénalisés par l'évolution du rendement de ces taxes et par la mécanique du plafonnement. Et je le dis très net, aujourd'hui, tous les arbitrages que j'ai sollicités pour ce budget, de manière à construire étape par étape, brique par brique, notre nation sportive, je les ai obtenus. Et donc, je ne suis pas dans une situation aujourd'hui à devoir priver le budget général de certains suppléments de ressources pour financer les politiques. Non, mais je le dis, vous savez, quand j'ai besoin d'argent en plus, je suis la première à taper du poing sur la table systématiquement pour le faire. Ce que je pense, en revanche, et là où je vous rejoins pour la suite, c'est qu'il y a pour moi un principe très important qui a été poursuivi avec la taxe Buffet et qui doit l'être également avec la taxe sur les paris sportifs, qui est ce principe que le sport finance le sport et que nous avons donc là une capacité à aller chercher des réserves de crédit supplémentaires pour l'avenir, et je n'écarte pas du tout la discussion pour l'avenir sur ces enjeux. Je considère que sur cet exercice 2024, compte tenu des financements inédits alloués aux Jeux Olympiques et Paralympiques, nous avons tout ce qu'il faut pour faire un très bon travail sur cet exercice 2024. Merci. On va continuer. Je vais prendre toutes vos questions, en commençant par Claude Kern, qui est donc rapporteur de la mission d'information sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre présentation. Nous sommes effectivement en année olympique et sans surprise, une part conséquente du budget sera liée directement ou indirectement au GOP. Je ne vais pas redétailler les différents dispositifs que vous nous avez présentés sur le volet haute performance, les primes pour les médaillés, le dispositif gagné en France, etc., etc. Ma première question est, est-ce que ce coup de pouce suffira à atteindre l'objectif du top 5 des médailles assignées par le président de la République aux délégations tricolores? Si l'engagement sur ces questions est essentiel pour tenir la promesse du succès de ces Jeux en permettant de faire rayonner la France,
La notion d'héritage que vous avez évoquée, non seulement en termes d'infrastructure, mais aussi surtout en matière d'accompagnement de la pratique sportive et d'insertion par le sport, l'est tout autant. Et vous l'avez dit, ces Jeux auront une place durable dans notre société. Alors, j'ai quand même une petite inquiétude, alors que puisque les trajectoires budgétaires qui sont inscrites dans ce PLF laissent apparaître une baisse de 160 millions d'euros pour le sport dès 2025. La question de ne pas manquer ce rendez-vous d'une grande nation sportive est donc particulièrement d'actualité. Pour ce budget, cette grande cause nationale ne sera dotée, lui, que de 10,5 millions d'euros, dont la moitié sera consacrée à des campagnes de communication. Alors, à grande cause, petits moyens. Comment comptez-vous, dès lors, dynamiser votre politique et envisager les financements nécessaires à ce réel challenge ? Car personne ne comprendrait que le budget du ministère des Sports puisse baisser suite aux Jeux Olympiques. Lui qui pèse à peine 0,2% du budget de l'État, pouvez-vous vous engager et lever les doutes à ce sujet ? Nous sommes donc arrivés à ce rendez-vous et je souhaiterais également que vous positionniez sans équivoque sur plusieurs questions. Vous l'avez fait sur le déplafonnement des taxes affectées, donc je ne vais pas y revenir. Par contre, comment comptez-vous aborder ce qui fait la force de notre modèle, c'est-à-dire garder un tissu associatif et local très solide, élaborer des politiques cohérentes en renforçant la transparence et en garantissant l'équité dans l'accès au financement? Comment trouver un équilibre pour financer à la fois des équipements de proximité, mais également des installations structurantes, attractives et de qualité? À ce sujet, quel est l'état de vos réflexions concernant une balance entre acteurs publics et acteurs privés permettant de préserver une politique sportive solide? Enfin, et c'est ma dernière question, ce qui concerne l'Agence nationale du sport, nous savons que son volet territorial doit être dynamisé. Suite aux critiques de la Cour des comptes, comment abordez-vous cette problématique? Président Caner. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, un commentaire et 3 questions rapides dans le temps qui nous est imparti, qui n'est pas de 44 secondes. Ah voilà, je pensais être censuré avant même de commencer, de prendre la parole. Commentaire sur l'exonération ou l'amendement abusivement appelé FIFA. J'ai entendu vos explications. Il n'en reste pas moins vrai, Madame la Ministre, que quand on pose des questions d'actualité comme tout à l'heure, vous étiez présente à la séance des QAG en se demandant comment trouver 20 millions d'euros pour boucler le programme Territoire zéro chômeur, permettre des exonérations fiscales pour la FIFA, qui je crois a un budget de 7 milliards d'euros et des excédents de 4 milliards d'euros, ça me paraît un petit peu compliqué à expliquer à nos concitoyens. Donc je reste extrêmement, nous restons pour notre groupe très réservés sur cet amendement. Nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir pendant le PLF. Dans les questions, j'ai entendu votre explication sur la baisse des crédits du programme sport qui va être autour de 127 millions entre 2024 et 2025. Vous l'expliquez pour des raisons mécaniques, mais n'aurait-on pas dû profiter de cette opportunité budgétaire pour lancer peut-être de nouveaux programmes, par exemple un grand plan Marshall pour les équipements sportifs dans les universités qui en ont bien besoin. Donc, est-ce que vous comptez peut-être encore mieux négocier, comme vous le faites aujourd'hui, je n'en doute pas un seul instant, avec Bercy, et je sais ce que ça veut dire, pour développer et profiter du gain que vous avez reçu, que nous avons collectivement reçu pour le lancement des JO, et garder donc cette avance pour lancer de nouveaux programmes. Une question précise sur l'avenir du Stade de France, qui va faire l'objet d'une grande rénovation, nous le savons, pour accueillir les JO. Question sur votre stratégie en la matière, puisque manifestement, il y a 2 options qui potentiellement peuvent s'opposer, à savoir la vente du Stade de France ou dégager un nouveau consortium pour la gestion à partir de l'été 2025. C'est-à-dire, est-ce que vous nous confirmez qu'il y a bien là 2 options en concurrence et quelle est la priorité qui est celle du ministère en la matière? Et enfin, une question
qui pourrait paraître plus anecdotique, mais qui n'est pas neutre, c'est le chantier du village des athlètes que j'ai eu l'occasion de visiter il y a une semaine avec des membres de mon groupe. Les choses vont dans le bon sens. Manifestement, le chantier sera terminé, donc le village opérationnel pour le moment des JO, même si c'est une course contre la montre. Mais il y a eu quand même un incident, entre guillemets, puisqu'une centaine de travailleurs sans papier ont été employés sur les 68 chantiers des JO de 2024. Des procédures au prud'homme ont été lancées par ces mêmes salariés, sans faire de lien avec le sujet qui nous attend dans quelques jours concernant la loi immigration. Il y avait des exigences d'éthique au travers de la Solideo. Est-ce que vous avez suivi ce dossier? Comment vous l'interprétez? Et comment expliquer l'emploi hors de tout cadre d'ouvriers sur des chantiers qui sont financés de manière publique, de manière assez large? Voilà les questions que je voulais vous évoquer. Et puis, dernière remarque, même si j'ai un peu dépassé mon temps, je m'en excuse, concernant l'objectif des médailles. Nous pouvons être inquiets avec le résultat des championnats du monde de Budapest en matière d'athlétisme. Quand même la matière reine, la discipline reine des JO. Est-ce qu'il y a, notamment dans cette fédération, une prise de conscience liée à la petite médaille d'argent, même si elle est importante, que nous avons donc obtenue à l'occasion de ces championnats à la fin de ce mois d'août? Stéphane Piednoir. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer, pour ma part, de respecter le temps imparti. Madame la Ministre, non, mais c'est une pratique courante dans votre groupe, donc nous ne sommes pas étonnés dans cette commission. Madame la Ministre, je vous ai entendu parler de la nation sportive et je partage avec vous évidemment à la fois cette belle ambition, ce bel objectif pour notre pays, même si ni vous ni personne n'a le pouvoir de décréter la réussite de nos athlètes, de nos sportifs français d'une manière générale, et on sait à quel point c'est un levier puissant pour inciter la pratique du sport dans notre pays. Je vais juste m'attarder un petit instant sur évidemment le résultat déceptif du mondial de rugby, pour lequel nous avions beaucoup d'espoir. Des moyens importants ont été concédés envers la Fédération française de rugby depuis quelques années en réalité. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui avec le résultat que nous connaissons? Deuxième point sur les piscines. Alors Michel Savin l'a très bien dit. Je rappelle que c'est une obligation faite par les programmes de l'éducation nationale et qui se heurte en fait à une faisabilité toute simple sur le terrain. Bien sûr, il y a la construction des piscines. Vous avez parlé il a été évoqué un plan Marshall, de la rénovation parce que ça représente un coût de fonctionnement extrêmement important pour les collectivités locales. Mais il y a plus simple en fait. Il y a juste des accès aux créneaux et parfois un besoin de se déplacer, de déplacer des classes. Et ma question, c'est quelle compensation les collectivités locales peuvent-elles envisager pour leur permettre de se déplacer, d'avoir accès à des créneaux d'éducation. On sait que c'est important, notamment pour la prévention des noyades. Troisième point, je vous ai entendu parler de 6 millions supplémentaires pour les maisons sport-santé. Où en sommes-nous des dispositifs visant à une meilleure prise en charge des prescriptions de séances de sport-santé? Peut-on envisager, par exemple, l'ouverture à des licences temporaires multisports, comme cela peut se pratiquer dans mon département de Maine-et-Loire, à proximité de ma commune? Et puis, dernière chose, puisque c'est une audition budgétaire, nous avons tous entendu le ministre Le Maire parler d'efforts national pour contribuer au redressement des finances publiques avec notre milliard de dettes. Votre ministère est-il concerné par cet effort à court ou moyen terme? Et si c'est le cas, quelles sont les pistes que vous envisageriez éventuellement? Je vous remercie. Bernard Fieler. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je vais faire cette compétition face au chronomètre pour d'abord saluer la ministre et me réjouir effectivement des annonces que vous nous faites sur le plan budgétaire. Je pense que je vous souhaite dans ces exercices d'être un petit peu épargné de tout ce qui vous était arrivé jusqu'à présent avec la Fédération française de foot, de rugby, de handball, le CNSOF, qui sont malgré tout
des marqueurs importants dans la communication pour le sport, alors que ça devrait être autre chose. Moi, je reviens sur vos annonces et sur le sport scolaire et universitaire, qui, pour moi, me paraissent, sont essentiels. J'ai bien entendu les chiffres, les projets. Quand serez-vous en mesure de revenir et de nous dire effectivement comment ça se passe, parce que en relation avec l'éducation nationale, parce qu'on s'aperçoit que les 30 minutes par jour, moi je plaide depuis 3 ans, depuis que je suis élu, pour ces 30 minutes. Hélas, quand j'interroge les écoles de mon territoire, c'est quand même pas beaucoup pratiqué. Le sport aussi au collège. Les moyens aussi mis sur le plan universitaire, c'est quand même quelque chose d'important. Je trouve, moi je vous l'ai dit, je pense qu'on devrait faire une promotion et une publicité plus importante même pour les champions universitaires, parce que c'est des beaux exemples pour notre jeunesse, bien mieux que d'autres champions très médiatiques qui abandonnent toutes études et qui, du coup, ont parfois des comportements ou des déclarations qui peuvent inquiéter, qui ne sont pas exemplaires du tout. Donc, quand pourrez-vous revenir nous dire qu'est-ce qui se passe effectivement? Le tout dernier point sur la santé aussi. Le sport santé, on nous annonce aussi beaucoup de choses, mais dans la pratique, l'APA, elle est annoncée, les gens en parlent, mais la mise en place est pas évidente, même pour les praticiens de santé, pour pouvoir obtenir justement tout cet apport que peut être l'activité physique pour améliorer la santé de nos concitoyens. Jérémy Bacchi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour vos propos et vos réponses. Mes chers collègues, passer à la fin me permet d'avoir des questions plus modestes et donc je respecterai le temps imparti si le chronomètre repart à 0. Oui, sinon ça va être compliqué, mes chers collègues. Donc vous l'avez dit, Madame la Ministre, l'année sportive a été décrétée comme grande cause nationale 2024 par le Président de la République, avec la volonté, je cite, de créer une grande nation sportive, et je trouve évidemment que ceci est une bonne chose. Je vais me concentrer uniquement sur 2-3 questions et quelques remarques. La première, je trouve la faiblesse des crédits en matière de développement de la pratique sportive des étudiants. Seulement 1 million d'euros lui est consacré, alors même que l'Association nationale des étudiants en sciences et techniques des activités physiques souligne que seulement 31% des étudiants pratiquent une activité physique dans le cadre de l'université. Ma question est donc de savoir quelle offre sportive ou quel accompagnement vous envisagez avec ces 1 million d'euros pour massifier, je dirais, la pratique sportive des étudiants. La deuxième question, c'est sur le nouveau plan des 5000 terrains de sport qui vise à répondre au développement des activités physiques et sportives des jeunes. Là aussi, vous l'avez évoqué, un plan doté de 300 millions d'euros sur 3 ans. Et ce plan est en deçà, puisque l'ANS estime que 60% des équipements, soit 180 000 d'entre eux, sont vétustes. Alors ma question, c'est de savoir si le fonds vert prévoyant 2 milliards d'euros de crédits pour la rénovation énergétique des bâtiments pouvait être mobilisé, au moins en partie, justement à ces objectifs de rénovation des équipements sportifs. Et enfin, dernière question, pensez-vous que les moyens alloués concernant l'héritage des Jeux Olympiques sont suffisants pour réussir cette grande ambition et participer ainsi, comme le disait le Président de la République, à bâtir une grande nation sportive? Je vous remercie. Mathilde Olivier. Merci Madame la Ministre, merci pour cette vision globale de vos engagements budgétaires sportifs sur l'année 2024. Vous nous avez répondu sur les exonérations fiscales sur les institutions internationales pourtant à l'aise financièrement, mais donc cela continue de nous poser question. Pour une bonne lisibilité, il doit y avoir aussi des moyens similaires accordés au sport amateur dans les territoires. Alors, quelle perspective pour le sport amateur qui reste un ciment du lien social et de sortie de la sédentarité dans les territoires? Je partage aussi les inquiétudes sur le souffle budgétaire invoqué en 2020, que le souffle budgétaire invoqué en 2024 ne retombe pour les exercices post-2024.
Le sport ne peut pas se contenter d'une seule année de dynamisme financier. Et je sais que votre gouvernement en a fait une priorité. Alors j'espère que ça restera. Le restera. Et donc, quelle garantie vous pouvez nous donner pour l'après Jeux Olympiques et l'après 2024 ? Et puis aussi revenir sur le pass sport qui va subir, je crois, une baisse des crédits par rapport à l'année passée, alors que l'aide n'est actuellement pas suffisante pour permettre aux jeunes qui sont ciblés par ce dispositif d'accéder aux associations. C'est une aide de 50 €, alors que souvent les licences coûtent plutôt autour de 100, 150, 200 €. Alors ne pensez-vous pas que ce pass est actuellement inadapté aux besoins de nos jeunes adhérents et qu'il faudrait peut-être soit augmenter les crédits pour avoir un reste à charge moins important ou plus avoir de reste à charge du tout. Peut-être aussi revenir sur les budgets pour l'égalité femmes-hommes dans le sport et le financement d'actions, notamment de la diffusion de matchs féminins sur les antennes. Et une dernière question qui rejoint celle d'autres collègues aussi sur la faiblesse des crédits pour le sport à l'université. Quelles pistes envisagez-vous alors que le sport à l'université reste un élément essentiel dans la construction des étudiants et une bouffée d'air en dehors de leurs cours? Merci. Aymeric Durox. Madame la ministre, je vous remercie de votre présentation. J'avais moi aussi quelques questions quant aux Jeux olympiques et paralympiques à venir dans notre pays. Tout d'abord, vous annoncez une prime pour les médaillés, des financements pour des dispositifs comme Gagner en France. Mais concrètement, comment envisagez-vous l'accompagnement de nos sportifs athlètes sur le moyen long terme pour gagner les médailles que vous avez évoquées? On se souvient tous du cas symbolique d'Émilie Andéol, qui est judoka médaillée olympique à Rio, qui quelques mois plus tard tirait la sonnette d'alarme sur sa situation en étant au chômage et dans le besoin. Et elle disait même parfois regretter d'avoir été championne olympique. Nous connaissons le modèle anglais qui salarie à hauteur de 3 000 € ses athlètes sur une durée d'Olympiade sous condition de performance et de résultats, ce qui leur a permis d'obtenir 65 médailles en 2012, d'être la 3e nation la plus performante et d'obtenir depuis plus de 60 médailles à chaque Olympiade, bien loin de nous malheureusement. Je rappelle que même le président Macron, à l'issue des Jeux Olympiques à Tokyo, s'était un petit peu étonné, avait été déçu de nos résultats, dont il est aussi quelque part comptable au regard des crédits qu'il souhaite donner à notre sport. Donc, Madame la Ministre, comment pouvez-vous faire adopter un véritable contrat sportif de haut niveau qui permettrait d'avoir des résultats plus en rapport avec le statut de la France? Deuxièmement, Madame la Ministre, c'est une question quant à l'héritage à la fois sportif et culturel, une question que j'ai déjà posée à votre collègue ministre de la Culture hier. Pourquoi pas imaginer, pour célébrer cet héritage sportif, un musée de l'olympisme à Paris? Il y avait des projets, notamment dans la gare de Saint-Denis-Pleyel, mais l'État n'a pas soutenu l'initiative. Je ne vais pas vous rappeler l'héritage très important et la place qu'a la France dans le renouveau de l'olympisme, dans le sport en général, dans les fédérations internationales. Donc il n'y a pas vraiment de grand musée du sport en France. Ça pourrait être l'occasion, et aussi pour valoriser notre candidature en 2030, d'en créer un à l'issue. Et puis enfin, une dernière question. Je reviens sur ce problème très important de l'islamisme qui gangrène notre société et le sport en particulier. Vous n'avez pas vraiment répondu à ce qu'a dit mon collègue sur, si j'ai bien compris, les 122 clubs identifiés. Ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres dans lesquels il y a des pratiques séparatistes, islamistes très, très dangereuses. Vous en avez fermé 5 et ma question est simple. Qu'est-ce que vous attendez pour fermer les 122 autres? Voilà. Anne Ventalon. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite revenir sur le savoir nager et vous interroger sur la pénurie des maîtres nageurs sauveteurs. Alors, la Fédération française de natation estime à 5 000 le nombre de postes vacants, autant de professionnels qui manquent pour la sécurité des baigneurs, mais également pour l'enseignement de la natation. La pénurie s'aggrave pendant que le nombre de noyades augmente et les collectivités connaissent des difficultés de recrutement et de remplacement sur tous les types de postes liés aux activités aquatiques. Et nous l'avons malheureusement constaté l'été dernier
avec la fermeture certains jours de piscines municipales. Alors, une fois recrutés, reste le problème de la fidélisation des maîtres nageurs. Et l'été 2024 fait craindre aux collectivités des difficultés encore plus grandes pour la surveillance de la baignade du fait de la mobilisation des CRS-MNS pour les Jeux olympiques. Alors, les états généraux de l'encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique ont été organisés le 10 février dernier et ont permis d'échanger, d'avancer notamment sur les évolutions réglementaires, l'accès aux formations ou encore le nombre de certifications permettant d'obtenir le titre de MNS. Alors, à cette occasion, vous aviez annoncé le lancement d'une grande campagne de communication et de promotion pour encourager les vocations en amont de la saison estivale. Donc, quel bilan pouvez-vous nous faire de cette campagne de promotion et de communication? Quelles mesures concrètes en découlent pour que, faute de maîtres nageurs, les piscines ne restent pas fermées et que le savoir nager soit encouragé? Je vous remercie. David Ross. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, vu le grand nombre de questions déjà posées par mes collègues, et puisque en sport on joue collectif, je poserai que 2 questions, mais je voudrais au préalable faire un certain nombre de remarques. D'abord, pour publiquement vous féliciter pour la détermination dont vous avez fait preuve face à la Fédération française de football, de rugby et aussi de patinage. Voilà, même si elles sont indépendantes, c'est important qu'il y ait un message clair et fort des autorités publiques. Par ailleurs, contrairement à mon collègue Pied-Noir, je considère que la Coupe du Monde de rugby a été un succès. Un succès populaire, un succès en termes de sécurité, et je le dis aussi, un succès sportif. Parce que perdre, avec évidemment la déception que ça peut représenter, de 1 point face à l'Afrique du Sud, qui elle-même avait perdu en poule de 2 points face à l'Irlande, qui elle-même a perdu de 2 points face à la Nouvelle-Zélande, que nous avons nous-mêmes battu, fait que, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est pas de participer, l'essentiel, c'est pas de gagner, mais c'est de participer pour gagner, et c'est ce qu'a fait l'équipe de France de rugby. Elle gagnera d'autres Coupes du Monde. On est maintenant dans le top 4, et ce serait très prétentieux dans le sport de haut niveau d'annoncer à l'avance qu'on va gagner toutes les compétitions internationales. Alors, plus globalement, j'ai entendu vos réponses sur la question liée aux taxes et au plafonnement et aux piscines. Alors, je vais lier les deux, parce que je rejoins mon collègue Savin, et puis ce qui a été dit aussi sur les maîtres nageurs. Je ne sais pas si réellement vous avez toutes les informations qui vous sont remontées du terrain sur l'état des piscines. Pour moi, on est dans une situation de tension beaucoup plus dramatique que ce qui est laissé supposer dans vos propos. Il se trouve que sur mon territoire, la piscine de Longjumeau a fermé, la piscine de Litas-Montlhéry a fermé, celle d'Orsay, que j'ai l'honneur de diriger en tant que maire, a failli fermer. On se repose la question pour l'été prochain, parce que c'est pas 300 000 ou 1 million d'euros dont on aurait besoin, c'est des sommes beaucoup plus conséquentes. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas quand même lier les 2 questions pour pouvoir avoir, justement, comme vous le disiez vous-même, des financements supplémentaires pour des fonds d'amorçage qui pourraient servir pour les piscines, qui pourraient aussi servir pour les maisons sport-santé, qui pourraient servir aussi pour l'université. Il se trouve que l'université Paris-Saclay, classée dans le top 10 de Shanghai, j'ai fait savoir à votre collègue, habitante d'Orsay, Sylvie Rotaillot, qu'il a fallu se battre pour avoir une piste d'athlétisme sur cette université. Quand on regarde par rapport au campus américain, je pense qu'on est très en retard. Alors mes 2 questions seront les suivantes. La première concerne la sécurité. Est-ce qu'il y a une réflexion concernant, j'espère qu'il ne se passera jamais, mais des attaques qui seraient liées avec des drones? Quand je suis à Roland-Garros, et je pense que c'est un domaine que vous connaissez bien, je suis toujours un peu surpris sur la sécurité qu'il peut y avoir sur une menace qui pourrait être liée par l'usage de drones. Et on a vu en Ukraine à quel point, hélas, maintenant ça devient monnaie courante. Et la deuxième question, elle est plus mon dada sur le lien. Alors je ne vois pas apparaître dans les budgets entre la recherche et le sport. Comment tout ça est-il organisé en termes à la fois d'organisation mais aussi de financement pour avoir des axes autour du sport santé, de lutte pour améliorer la motricité et lutter contre le vieillissement? Et je terminerai juste en disant qu'il peut arriver au sénateur Pied-Noir de se tromper, puisque j'ai respecté les 3 minutes étant du groupe socialiste. Nous allons passer aux réponses de la ministre. Madame la ministre, je crois que toutes les questions ont été posées. Évidemment, un certain nombre se regroupent, ce qui est normal, notamment sur la question du sport universitaire et du sport santé. Monsieur le Président, je vais commencer par répondre aux questions relatives aux moyens mobilisés pour nos athlètes. Je reprends dans l'ordre, mais la liste des questions.
3. Tournez. Je m'excuse, je trouve le 3, mais je ne trouve pas la 1 et la 2 que j'avais il y a un instant. Voilà, pardon. Donc, la mobilisation du ministère des Sports et de l'Agence nationale du sport pour nous permettre de réussir l'objectif du top 5 prend la forme du programme Ambition Bleue, mais aussi de cette démarche spécifique qu'on a appelée Gagner en France, par laquelle on mobilise près de 30 millions d'euros additionnels par rapport à nos budgets socles de l'Agence sur la haute performance, qui nous permettent à hauteur de 15 millions d'euros d'investir dans les sujets de sites, d'infrastructures, d'équipements et d'utiliser notamment ce qu'on appelle les réplicas, c'est-à-dire la capacité à permettre à nos athlètes de s'entraîner sur les matériels cibles des Jeux. Également 5 millions d'euros sur une maison de la performance qui leur permettra de bien se préparer pendant la période des Jeux, de s'échauffer, de pouvoir ensuite faire les débriefs d'après-match, les soins et ces éléments-là. 2 millions d'euros qui vont aussi leur permettre d'avoir accès à une billetterie renforcée pour ne pas se soucier sur le plan logistique de la présence de leur entourage à leur session. Également des éléments que nous mobilisons pour leur permettre d'avoir un confort un peu meilleur en matière d'hébergement, de transport, mais aussi des budgets relatifs à l'animation, les week-ends bleus, les séminaires coach, les séminaires aussi que nous mettons en place autour d'eux pour les cellules performance, les directions techniques nationales, et enfin une application mobile spécifique qui leur permettra d'être reliés entre eux, car on sait que ce sentiment d'appartenance à une communauté d'athlètes qui visent tous le même objectif est quelque chose de très important. On a voulu soigner cet enjeu-là, comme on a voulu aussi soigner en complément les budgets relatifs à la communication autour de l'équipe de France unifiée, olympique et paralympique, qui aidera le public à mieux découvrir ces champions et donc à mieux les encourager, mieux les supporter. C'est le sens du club des supporters que nous sommes également en train de mettre au point avec les équipes du COJO et les équipes du CNOSF et du CPSF. Sur la grande cause nationale, à grande cause, petit budget, non, budget inédit. Jamais une grande cause n'aura été dédiée de tant de moyens dans une année, avec ces 10 millions d'euros. C'est très supérieur à ce qui s'est fait dans les derniers exercices, et je rappelle que ça vient bien en complément de l'ensemble des budgets du ministère. J'ai expliqué tout à l'heure qu'au titre de la grande cause nationale, on allait d'abord conserver un premier pilier, qui est celui d'avoir une place du sport au cœur de l'interministérialité, du pacte républicain et des politiques publiques. Donc tous les crédits que nous mobilisons à hauteur de 888 millions d'euros dans ce budget, ça concourra à cette grande cause. Et les moyens spécifiques de 10 millions d'euros correspondent à deux éléments. Un élément de communication pour pouvoir mener des campagnes spécifiques avec santé prévention de lutte contre la sédentarité, campagnes réseaux sociaux, digitales, d'activation des bons messages de communication en ce sens, un peu comme ça a été fait sur les 5 fruits et légumes, le manger-bouger, on a fait le manger, il faut faire le bouger, et le bouger sera autour des 30 minutes d'activité, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et l'autre partie de ce budget sera consacrée à la labellisation et au financement d'un certain nombre de projets dans les territoires, d'acteurs qui se diront, voilà, moi je suis un militant de la grande cause, c'est une grande cause, j'ai envie de faire quelque chose d'exceptionnel pour ce moment un peu exceptionnel pour la place du sport en France. Donc on financera, on appuiera des initiatives dans les territoires, d'associations, d'acteurs, et nous labelliserons donc ces démarches-là. Et peut-être le dernier point à mentionner à cet égard, c'est que, et je réponds en ça à une autre question qui a été posée tout à l'heure, c'est que la grande cause nationale, c'est aussi ce que nous allons en faire. Et elle doit être tournée vers, pas seulement parler des politiques publiques, du sport, etc., mais les vivre ensemble, et donc décider, nous, de réserver ce temps pour
un peu d'activité physique et sportive, chacun comme il le peut, selon ses moyens, ses envies, ses préférences, ses facultés. Et c'est ça qui fera aussi, j'ai envie de dire, l'essence verte, saine de cette grande cause. La mobilisation de chacun d'entre nous, y compris pour une pratique sportive réelle, vécue, expérimentée. Sur le plan Marshall des équipements, j'ai vraiment le sentiment que cette mobilisation au global, si je mets tout bout à bout, le fonds vert, le DECI, la DETR, de plus de 1,2 milliard d'euros sur la période qui va aller de 2017 à 2027, ressemble vraiment à cette logique de plan Marshall. Comme je l'ai dit, doublé d'un travail sur la rénovation énergétique et thermique des équipements. Je suis d'accord sur le fait que, s'agissant du sport étudiant, on doit continuer à monter en puissance, et c'est le sens de la feuille de route que le 6 avril dernier, j'ai signée avec Sylvie Retailleau à la Cité universitaire à Paris, et également avec France Université et la Conférence des grandes écoles. Une des mesures de ce plan consistait à dire qu'il fallait qu'on procède à un audit des infrastructures sportives universitaires. Cet audit, le ministère des Sports et l'agence vont l'accompagner. Il sera mené dans les territoires, dans les mois qui viennent, et nous en rendrons compte à la représentation nationale. Il y a un certain nombre d'établissements universitaires qui sont très bien dotés, d'autres qui le sont moins. Et une autre dimension de notre politique est évidemment de travailler sur la mutualisation des ressources et des équipements sportifs. Vous savez que nous le faisons avec les gymnases qui bénéficient aux scolaires, en ménageant un accès indépendant. C'était le sens de la loi du 2 mars 2022 et les décrets ont été pris depuis pour sécuriser cela. Et c'est le sens également d'autres pans de notre plan d'action. Je pense à la mise en place des villages sports qui sont destinés à faire connaître l'offre sportive aux étudiants, aux aménagements que nous promouvons dans les maquettes universitaires pour laisser, y compris des crédits ECTS, doter les activités sportives. C'est le sens aussi du challenge interétudiant que nous animons avec la Fédération française de sport universitaire dans la route vers les Jeux olympiques et paralympiques, et de l'amélioration de la gouvernance sport et des SUAPS au cœur des universités pour permettre que cet agenda sportif, qui, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, est essentiel aussi pour le moral de nos étudiants, pour leur santé psychologique, et donc une feuille de route résolue en la matière, avec également un fléchage d'une partie des moyens de la CEVEC pour ces activités physiques et sportives. Sur le sujet du rapport de la Cour des comptes, j'ai souscrit à beaucoup des recommandations qui avaient été faites dans ce rapport, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment mené une action très résolue sur le renforcement de notre gouvernance, à la fois entre le ministère des Sports et l'agence au niveau national, mais aussi sur l'accélération de la mise en place de la gouvernance territoriale du sport, comme vous l'avez évoqué. Donc, au plan central, c'est toute l'actualisation que nous avons apportée à la Convention d'objectifs et de moyens, c'est le projet commun des membres de la gouvernance de l'ANS que nous avons mis en place, c'est le protocole de clarification des rôles et des responsabilités entre la direction des sports et l'agence, c'est la convention qui a été signée entre ces deux acteurs et l'INSEP, c'est le décret sur les CREPS qui, là aussi, précise les compétences et les rôles de chacun, et sur la gouvernance territoriale, c'est la mise en place de 17 conférences régionales du sport contre 14 à l'été dernier. C'est maintenant 15 projets sportifs territoriaux qui ont été adoptés contre seulement 2 à la même époque l'an dernier, et c'est 16 conférences des financeurs installées contre, là encore, seulement 2 à l'été dernier. Donc nous faisons des progrès à pas importants, mais on a encore besoin que ces conférences régionales du sport montent en puissance et se mobilisent autour de projets emblématiques dans une vraie logique du 1+1 égale 3, où les différents niveaux de collectivité, d'une part, mais aussi leurs partenaires que sont les entreprises privées et le mouvement sportif, puissent vraiment mettre en synergie leurs moyens et réaliser ensemble des projets qui n'auraient pas été possibles de faire si chacun avait œuvré isolément. Sur le sujet du Stade de France, vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui engagés dans la rénovation, le renouvellement
des perspectives s'agissant du Stade de France avec 2 modèles possibles, le renouvellement de la concession ou bien une option de cession. À cet égard, nous avons toujours dit qu'il y avait 2 principes directeurs qui nous guideraient. Un, la nécessité de préserver la vocation sportive du Stade de France, et le deuxième, préserver les intérêts économiques et financiers de l'État. Et en cohérence avec cela, le dossier de consultation des entreprises pose bien un certain nombre de critères, notamment un critère d'avantage économique global pour l'État de l'une ou l'autre formule, et un second critère qui est plus commercial et technique relatif à l'amélioration de la qualité d'accueil et plus globalement de l'attractivité du stade dans son territoire en Seine-Saint-Denis. C'est donc l'ensemble de ces critères qui seront pris en compte dans cette nouvelle phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui de la procédure, avec de premières offres des candidats qui ont été admis dans la première phase, qui seront rendues en janvier prochain, tant sur la partie cession que sur la partie renouvellement de la concession. Les discussions ensuite se poursuivront tout au long de l'année 2024 avec l'objectif d'aboutir d'ici la fin de cette année 2024 sur l'un ou l'autre des modèles en fonction des critères que j'ai évoqués et donc des offres fermes qui seront remises par les différents candidats. Sur le sujet du travail illégal dans les chantiers, je voudrais vraiment souligner la mobilisation particulièrement forte de l'inspection du travail en la matière. Plus de 900 contrôles ont déjà été diligentés par les équipes de la DRIETS sur les chantiers supervisés par la Solideo. Et nous avons moins de 1% de cas avérés de travail illégal parmi les personnes qui ont travaillé sur les chantiers. On peut toujours se dire, et je l'accepte, je l'entends, que 1% c'est trop, mais c'est quand même extrêmement performant comme niveau de régularité sur ces chantiers. Et je précise qu'en correspondance d'ailleurs avec cette approche vertueuse de la Solideo, à laquelle tient personnellement Nicolas Ferrand, c'est que nous avons eu aussi une accidentologie très faible sur ces chantiers, divisée par 5 par rapport aux chantiers de même envergure traditionnellement, et, je touche du bois, aucun accident mortel pour le moment sur ces chantiers. On continue. La Solideo mobilise des outils, y compris digitaux, sans précédent, Bativigie notamment, qui sont déployés sur l'ensemble des sites et également avec les partenaires sur lesquels elle s'appuie en matière de maîtrise d'ouvrage. Sur le sujet de l'athlétisme, oui, c'est un sujet, vous le savez, qui me tient vraiment à cœur. J'avais pu débriefer aussitôt après Budapest avec les équipes de la fédération, de l'agence, le directeur de la haute performance Romain Barras, et je leur avais promis de participer à leur séminaire, ce que j'ai fait il y a quelques jours en me connectant avec eux. Ils étaient présents à Saint-Malo pour bien débriefer des prochaines étapes qui vont les mener à la fin de l'année vers un grand temps de rassemblement tous ensemble à Porchestrum et ensuite sur différentes épreuves entre le début d'année 2024 et la mi-2024, la mobilisation inédite de la cellule d'optimisation de la performance, des moyens en termes de suivi médical, de suivi athlétique et de suivi en matière de nutrition qui sont renforcés par la fédération et un consensus aujourd'hui sur le fait qu'on n'a pas un manque de moyens, qu'il faut donc maintenant être bien à fond sur l'activation de tous ces leviers, sur une programmation ambitieuse tout en faisant très attention à la santé des athlètes pour éviter les cas de blessures qui se sont produits, je pense à Kevin Mayer et à Renaud Lavillenie pendant Budapest, et qu'on essaye aussi d'avoir de l'optimisme dans le sens où la performance d'un Sacha Zoya, d'une Alice Finot en 5000 steeples ou de notre relais qui a été in fine médaillé augure aussi de très belles opportunités pour les Jeux de Paris. On ne deviendra pas en un claquement de doigts une très grande nation de l'athlétisme, mais on est une nation majeure de l'athlétisme européen et il faut qu'on ait notre juste part des médailles à Paris 2024. S'agissant du rugby, je voudrais souligner le formidable engouement populaire dont elle a été l'objet, dont elle continue d'être l'objet. Nous aurons la petite finale, comme on l'appelle, vendredi soir, entre l'Angleterre et l'Argentine, un remake des matchs de poule. Nous aurons cette très grande finale
entre les Springboks et les Blacks samedi soir, qui va nous rappeler 1995, des pics d'audience qui ont été jusqu'à plus de 17 millions de téléspectateurs en France. Mondialement, on va consolider l'ensemble de ces audiences. Il y a également une explosion de la fréquentation des plateformes digitales, avec des chiffres qui, là non plus, n'ont jamais été observés auparavant. Une fréquentation extrêmement forte de plusieurs centaines de milliers de spectateurs dans les fan zones qui ont été mises en place à travers les 9 collectivités hôtes. Des records également en matière de merchandising, puisque même après la défaite de l'équipe de France, les maillots de cette équipe ont continué à être achetés massivement par les spectateurs de la Coupe du monde de rugby. Alors oui, quand on sait le potentiel exceptionnel de cette équipe, qu'on sait en plus tellement attachante, bien sûr qu'on a un déchirement par rapport à ce qui s'est passé, a fortiori quand on sait que ça n'est que d'un point que cette défaite a été concédée. Mais il faut retenir que cette équipe a énormément d'avenir, qu'elle a un sélectionneur qui a fait un formidable travail depuis 4 ans, qui va continuer, et une fédération aujourd'hui très déterminée à l'accompagner dans les années à venir pour permettre à cette équipe, qui est une très grande équipe, d'avoir enfin la victoire, la première victoire dans une Coupe du monde de rugby. Il y aura d'autres épreuves d'ici là, y compris le rugby à 7 aux Jeux Olympiques, vous l'avez en tête, pour lesquels j'espère que notre Antoine Dupont pourra faire partie de notre équipe de France, et bien évidemment aussi notre équipe de rugby fauteuil, qui là aussi d'un maudit point, un point à nouveau, n'a pas réussi à monter sur le podium pendant la Coupe internationale de rugby fauteuil, que pour la première fois nous organisions en marge d'une Coupe du monde de rugby, mais une très belle équipe avec de très bons éléments, un sélectionneur et un entraîneur extrêmement déterminés et qui, j'en suis sûre, arriveront à décrocher un podium aux Jeux paralympiques de 2024. Sur le sujet de l'efficacité de la dépense dans le sport et de l'euro investi, moi je voudrais souligner que c'est ma culture, que c'est la démarche dans laquelle j'ai inscrit mon ministère, avec notamment ce fascicule que j'ai diffusé à l'été 2023, dans lequel je rends compte de manière extrêmement transparente de l'atteinte de nos objectifs de manière chiffrée et dans lequel j'expose les prochaines étapes de nos politiques sur chacune des thématiques prioritaires. Et je veux ajouter que s'agissant des Jeux olympiques et paralympiques, nous aurons une action spécifique puisque 13 études d'impact sont prévues pour montrer l'impact des investissements que nous consentons depuis plusieurs années pour les préparer, à la fois sur la haute performance, sur la montée en puissance de la pratique sportive, sur l'analyse également des retombées économiques, bien sûr, de ces Jeux, sur l'accessibilité en matière de pratique pour les personnes en situation de handicap et un focus spécifique qui sera fait sur la Seine-Saint-Denis, à la fois sous l'angle du rattrapage économique, mais aussi sous l'angle de la mesure de la compétence en natation en 6e et de son écart à la moyenne nationale. Donc nous rendrons des comptes très précis sur toutes ces thématiques qui permettront de mesurer l'efficacité de l'euro investi, pas seulement avec les politiques publiques du sport, mais aussi avec l'argent investi dans les Jeux olympiques et paralympiques. Sur le sujet de l'aisance aquatique, c'est en effet un sujet prioritaire et on ne peut pas se satisfaire d'une situation où nous continuons d'avoir 1000 noyades par an. C'est le premier motif de décès par accident de la vie courante et il frappe massivement les enfants à hauteur de 25%. C'est pourquoi nous menons une politique résolue en la matière et je voudrais souligner que nous avons déjà pu délivrer 50 000 attestations pour l'aisance aquatique, qui concerne le programme des 4 à 6 ans, et 72 000 formations pour la tranche des 6-12 ans sur J'apprends à nager. Le soutien de l'agence à ces deux dispositifs représente 4 millions d'euros récurrents, et nous sommes là-dessus résolus à continuer à monter en puissance. Et en effet, le programme en faveur des investissements pour les piscines nous aidera à le faire. De la même façon, et je voudrais vraiment le souligner,
que nous avons apporté une évolution réglementaire très importante, puisque le 4 juin dernier, j'ai publié avec le ministère de l'Intérieur un décret qui permet d'octroyer la surveillance en autonomie dans toutes nos piscines et nos lieux de baignade aux titulaires d'un BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Et donc, ces ressources-là viennent en complément de nos maîtres nageurs sauveteurs qui, eux, par contre, conservent le monopole des activités encadrées et de l'enseignement de la natation. Donc, surveillance d'un côté, enseignement de l'autre. Et il sera, vous avez parfaitement raison de le souligner, extrêmement important dans la perspective de l'été 24 de faire monter en puissance la mobilisation des BNSSA et de poursuivre nos campagnes de promotion et d'attractivité du métier de maître nageur sauveteur. À cela va également aider les travaux conduits par Stanislas Guérini autour de l'attractivité des métiers et de la fonction publique qui auront de fait un impact sur la profession de MNS qui est exercée à 80% dans la fonction publique territoriale. Sur le sujet du sport santé, qui est très important, vous savez que nous avons déjà déployé 573 maisons sport santé. On continue à monter en puissance avec des moyens supplémentaires consacrés à cette thématique dans le PLF. Sur le remboursement de la prescription médicale, nous menons aujourd'hui des travaux avec Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Lebaudot sous l'égide de la Première ministre pour continuer à travailler dans la promotion du sport sur ordonnance et prévoir qu'on aille au-delà des dispositifs actuels qui, pour l'instant, peuvent rembourser sur certains parcours de soins des consultations ou des bilans, mais pas encore les séances d'APA. Et nous sommes en train de travailler sur cette thématique-là pour que, par exemple, dans des parcours relatifs au traitement du cancer, on puisse rembourser un certain nombre de cours d'activité physique adaptée. De la même façon que nous poursuivons notre travail sur le bilan médico-social de la vingtaine d'expérimentations qui intègrent de l'APA aujourd'hui au titre des fameuses expérimentations de l'article 51. Et on va faire en sorte qu'à chaque fois que ces expérimentations auront été jugées probantes, elles puissent être le plus possible passées dans le ressort du droit commun. Sur le sujet du pass sport, vous savez que nous sommes engagés résolument dans 3 voies. La première, c'est l'extension que je mentionnais tout à l'heure à de nouveaux publics comme les étudiants boursiers, 800 000 étudiants boursiers, et aussi des structures, les associations jeunesse et éducation populaire, les associations sport, les structures du loisir sportif marchand qui sont signataires avec nous d'une charte d'engagement. Et les 2 autres leviers sur lesquels nous agissons, c'est l'information, la sensibilisation des bénéficiaires en veillant à ce qu'ils identifient bien les codes individuels en ligne qu'ils peuvent télécharger sur le portail usager, ce qu'ils doivent faire en cas de perte, de non-réception de ce code individuel. Et nous travaillons également, c'est le 3e point, avec et pour les structures, avec la simplification de l'outil Le Compte Asso, qui permet de demander le remboursement du passeport, un remboursement qui, grâce à l'Agence des services et des paiements, aujourd'hui est effectué de manière plus rapide. On va continuer dans ce sens-là. On a beaucoup d'ambition pour ce dispositif. J'entends tout à fait la question du reste à charge, qui, c'est vrai, peut se poser pour un certain nombre de familles ou un certain nombre de sports, mais qui aujourd'hui connaît des réponses satisfaisantes. Le point sur lequel on est, c'est vraiment la connaissance et la diffusion de cet outil qui aujourd'hui ne trouve pas encore suffisamment son public, alors même que de nouvelles extensions d'éligibilité ont été effectuées. Sur le sujet du sport féminin, là encore, un plan à plusieurs niveaux qui commence dès les cours de récréation avec des investissements faits en faveur des cours d'école actives pour qu'on arrive à éliminer les stéréotypes genrés, que les écarts de pas qui aujourd'hui déséquilibrent petits garçons et petites filles dans les cours d'école, avec des petits garçons qui ont tendance à monopoliser les espaces et les terrains de grands jeux dans les cours de récréation, puissent apporter des solutions pratiques à cela. Tous les pays qui ont de très bons résultats en matière de promotion de la pratique sportive féminine ont commencé par cette étape-là
dès les cours de récréation. Une grosse priorité au niveau des adolescentes. Il faut qu'on évite le décrochage. C'est le sens de la promotion des activités ludo-sportives dans le cadre notamment des AS, mais aussi des 2 heures supplémentaires pour les collégiens. On travaille avec Santé publique France à l'enrichissement de la plateforme 1000 premiers jours pour permettre aux jeunes mamans de ne pas abandonner la pratique d'une activité sportive à l'arrivée d'un enfant et même de se servir du sport pour se réathlétiser. De la même façon que nous menons une activité résolue pour permettre d'attribuer des aides à la parentalité à nos jeunes mamans et les encourager, quand elles sont des championnes, à ne pas redouter la maternité, à l'assumer pleinement, comme l'a fait Clarisse Kremer, comme l'a fait notre athlète paralympique Manon Jeunesse, comme l'a fait Clarisse Agbenienou, et donc d'avoir une approche beaucoup plus moderne de la haute performance pour les jeunes mamans. C'est aussi une philosophie qui a été placée par Hervé Renard au cœur de notre équipe de France de football féminine. Vous l'avez suivi. S'agissant du renforcement de la médiatisation, je crois que vous connaissez mon combat en la matière. Les engagements que je suis allée chercher auprès des diffuseurs dans le cadre de la Coupe du Monde féminine cet été. Et nous allons poursuivre en ce sens avec la perspective du décret relatif aux événements d'importance majeure qui nous permettra d'améliorer la diffusion en clair du sport féminin sur le foot, sur le rugby, sur le Tour de France féminin, mais également sur d'autres disciplines comme le handball. Peut-être 2 derniers points, si le compte est bon. Sur les financements en faveur des clubs, je voudrais vraiment rappeler qu'en complément des 120 millions d'euros mobilisés par l'Agence au service de la haute performance, nous avons tous les moyens mobilisés pour les projets sportifs fédéraux, 75 millions d'euros qui vont directement aux 180 000 clubs de notre pays, plus une démarche spécifique que nous cofinançons pour les clubs parasport, les clubs dits inclusifs, que nous voulons faire passer d'à peu près 1 000 aujourd'hui à 4 000 à l'horizon des Jeux. Sur le musée, il existe un musée aujourd'hui dédié au sport, le Musée national du sport. J'y tiens beaucoup. Il est présidé par Vincent Duluc, il est dirigé par Marie-Grace. Il bénéficie de concours importants du ministère des Sports. Il comportait une très belle exposition à l'honneur de la Coupe du monde de rugby. Il sera bien évidemment aux couleurs de la grande cause et des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Enfin, et ce sera mon tout dernier point, sur les 5 clubs sur les 122, il faut utiliser des chiffres qui soient récents et non pas se référer à des chiffres passés et dépassés. Et je veux redire que nous avons un programme de contrôle qui porte sur 6 000 établissements et rappeler également qu'aujourd'hui, les données le montrent, dans le fichier FSPRT, le nombre de fiches actives en lien avec le sport est passé de 1000 en 2019 à 550 en 2021 sur environ 8000 fiches, c'est-à-dire 7% du stock. Nous sommes bien dans un mouvement de régression sur ces sujets-là et dans une volonté farouche de ne laisser aucun cas perdurer quand on détecte une dérive séparatiste. Donc, nous contrôlons le respect du contrat d'engagement républicain, nous retirons des subventions en lien avec les fédérations et notamment avec le Conseil de la région Île-de-France que je veux saluer sur cette action résolue menée avec nous sur le territoire de l'Île-de-France, de la même façon que nous suspendons des agréments ou que nous fermons, si nécessaire, les établissements concernés. Merci Madame la Ministre. Nous avons fini notre audition. Je crois que tous ceux qui voulaient s'exprimer l'ont fait. Merci de vos réponses précises à nos questions. Et donc nous allons poursuivre nos travaux, et je me tourne vers notre rapporteur budgétaire, poursuivre nos travaux sur l'examen des crédits sport du PLF que nous aurons à examiner en commission dans quelques jours. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci à vous.